La bonne humeur, toujours. Il est 23 h, c'est la suite des programmes. Virtuel Magazine, le magazine de la génération virtuelle, présente la grosse émission. Allez, courage Marina. Ah, regarde, il y a ta mère dans la salle. Où ça? Là? Dis donc, elle a une grosse moustache, ta mère. C'est pas ma mère, c'est Max Meignier. Dans une seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie 7 de rue Pierre de Bourg, Paris 17e, ce soir la grosse émission. Avec comme invité Guy Montagnier, mais aussi avec les Robin des Bois, Pierre-François Martin Laval, oh le beau jeune homme, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Marina Foïs, ma préférence à moi. Jean-Paul Rouve, fin comme un merlan, propre comme une diva. Pascal Vincent, il est aussi ma préférence à moi. Élise Lardicole, qui en a sous le moteur mais qui a rien sous le capot. Ici, Élise Soren, je te dis merde. Ainsi que Maurice Barthélémy, fiable à 97% sauf en cas d'accident cardiovasculaire. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui fait toujours la vaisselle après l'amour parce que ça le détend, j'ai nommé Patrick Boxon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Merci. Bonsoir, mes amours. Je voudrais ici, ce soir, devant vous, chers amis, m'excuser. Oui, je dis bien m'excuser, parce que parfois, je me laisse aller à quelques vulgarités de bas étage qui avaient pour seul but de nourrir ma fille, faire rire mon auditoire que vous êtes. Mais tout d'abord, quelle est la définition exacte du mot vulgaire? Pour le savoir plus précisément, consultons tout de suite la page 1079 du Petit Larousse. Vulgaire, qui manifeste un manque de délicatesse, d'éducation, qui ne dépasse pas le niveau moyen. Bon alors, tu me le mets ton cigare? Ta gueule, connard. Voilà. Vous avez entendu comme moi qui manifeste manque de délicatesse et d'éducation. Et c'est vrai que je manque de délicatesse. N'ai-je pas ici même prononcé un nombre incalculable de fois le mot sodomie? Et ne l'ai-je pas pratiqué avec Yvette Horner pendant qu'elle se déchaînait un studio d'enregistrement où elle gravait un disque techno sous l'œil intéressé de son producteur véreux? Et l'éducation, où ai-je mis mon éducation? Moi qui ne suis allé que 2 fois à l'école, une fois pour voir comme c'était et une autre fois pour dire je viens plus. Alors là, la main sur le cœur, j'implore votre pardon. Merci beaucoup, merci, ça a bien répété. Merci beaucoup. Mais, ils attendaient ça, tu sais quand est-ce qu'il faut le dire, on va le dire. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand les plus hautes instances du pays le plus libre du monde se laissent aller aussi à la vulgarité. Que celle-ci atteigne pour des besoins alimentaires, égocentriques, ma petite personne, passe encore. Mais comment un procureur qui se vante de son éducation et de sa délicatesse peut se laisser aller à poser cette question à Bill Clinton? Question que je vous livre dans l'exactitude de ces termes. Voici la question. Monsieur le Président, insérer un objet dans les parties génitales de quelqu'un, cela fait-il partie, à votre sens, de relations sexuelles? En fait, pour vous la traduire, trouves-tu normal d'enfoncer un cigare dans la foune de Monica? Vous vous rendez compte que Clinton couche, on s'en fout, qu'il mente, c'est un autre problème. Mais connaissez-vous un homme politique qui ne mente pas? Et puis merde, je ne vais pas jouer au donneur de leçons, laissons ça aux moralistes. Hier, donc, pendant qu'un type regardait la mer, place de la République, moi j'ai regardé la plage. Et voilà ce que j'ai vu. Ah, c'est beau, hein? Et cette image, on se la repasse sans cesse, on se régale. Et du plus profond de mes doigts de pied, je me suis dit, après tout, la vie est belle. Alors tout de suite, une belle tranche de vie avec la grosse émission et les filles les moins vulgaires de la Terre, les Rumbanana, Jacinthe, Sydney, Sophie, Betty et Rachel. Mais
de suite, rejoignons Soren. Soren, donc, alors, oui, je me pour souviens... mon plus grand plaisir, oui. Oui, je me souviens que vous nous aviez donné de belles aperçus, de beaux aperçus de votre talent de toréador. Hein, donc, si, et alors, la corrida, donc, c'est devenu une passion. C'est dans mon sang. J'ai ça dans la peau, ça me fait plus peur et je maîtrise parfaitement. J'ai dominé mes peurs et mes faiblesses et maintenant je peux vous montrer, vous avez vu, habit rouge pour rappeler l'animal. Ouais. D'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est puisque vous en redemandez ce soir. C'est clair. C'est la corrida. Et tout le monde attend ça. Donc vous allez... À tout à l'heure. Bon courage, Soren. À tout à l'heure. On vous applaudit. Oui. L'invité que je reçois ce soir est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un comédien, un vrai. Après avoir tâté du cinéma avec Louis Bonuel, entre autres, excusez du peu, du théâtre et bien sûr de la télévision, il s'amuse aujourd'hui comme un fou à raconter des blagues. Oh, bien sûr, des raconteurs de blagues, on en croise à tout bout de zing. Il écume les bistrots, les mariages, les baptêmes, toujours prompt à se lever pour faire glousser des invités quelque peu rieurs. Mon invité, lui, a élevé la blague de Toto à un niveau rarement atteint. Accueillons donc le roi de la rigolade, monsieur Guy Montagnier, s'il vous plaît. Monsieur Guy Montagnier, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Ça fait écoute, c'est sympathique. On va se priver, tiens. Et alors ? Ils sont là pour ça, pour applaudir, autant les utiliser. Alors... Oh, putain. Il t'accueille. Ah, ben dis donc. Voilà. Réagissez un peu, merde. Alors, Guy, on vous reçoit aujourd'hui. On te reçoit, on peut se tutoyer ou pas? Ah bah oui, quand même, parce qu'on se tutoie dans la vie. Ouais, on se connaît un petit peu. Alors Guy, je te reçois aujourd'hui pour un spectacle. En fait, c'est un best-of. Hein, c'est, comme disait l'Américain, c'est le meilleur de Guy Montagnier, on va dire en français, au théâtre de 10 heures. Alors donc c'est une succession, on va dire, de blagues, mais c'est plus que ça, quoi. En fait, on peut dire que c'est une succession de petites pièces comme ça, parce que... J'aime bien que tu dis ça comme ça, parce que c'est exactement comme ça qu'on l'a vu, avec Thierry qui a fait la mise en scène. Et c'est des petites piécettes. Alors c'est pas seulement raconter des histoires, parce que ça on peut le faire à la fin des repas, c'est bien. En général, quand je mets en scène une histoire comme ça, je découpe ça comme un scénario, comme une pièce de théâtre, c'est vrai. Et je mets des personnages. Alors ça peut être Glita, la grosse Glita qui fait le trottoir. Ça peut être Raoul dégueulasse. Le général Buzard, bande de parce qu'il y a des personnages qui reviennent régulièrement dans ton spectacle, auquel toi tu t'es attaché et que le public sera en colère si tu fais pas, par exemple? Pas en colère, mais certains peuvent me le demander. Te le reprocher. Et Mathieu, il est où? Bon, des personnages comme ça. Et il y a des personnages, toi, préférés à l'intérieur de ça? Ah oui, Raoul le dégueulasse me plaît beaucoup. Parce que j'en ai rencontré quand même plusieurs dans ma vie, toi aussi. C'est clair. Des dégueulasses. Bon. Et puis, il y a des nouveaux aussi. Il y a la coiffeuse de Rosa, la femme de Raoul le dégueulasse. C'est son tête. Et donc... Elle n'aurait pas pu être secrétaire de Clinton parce qu'elle ne peut pas faire ça, ça l'empêche de respirer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu lis une blague comme ça, quand tu lis une histoire drôle, d'abord, est-ce que tu en écris, toi? Est-ce que tu crées des histoires? Non. On n'invente pas les histoires drôles. Non, les histoires drôles, ça... Mais elles viennent d'où? D'où elles viennent, ces histoires drôles? Toi qui es de Marseille, c'est très méditerranéen, l'histoire. L'histoire drôle, c'est quelque chose qui est arrivé dans une famille, ou un fait divers, n'importe quoi, ou un fait d'actualité, puisque maintenant, grâce à la télé, tous les moyens de communication, les nouvelles vont quand même assez vite. Alors on se raconte tout ça au bistrot, entre copains ou copines au boulot, puis il y en a un ou une qui fait une plaisanterie. Alors hop, il y en a un qui a entendu ça, cette plaisanterie, il la garde, puis il va la développer, il va commencer à faire un petit bout d'histoire, il va rajouter des personnages, puis peut-être dans 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, l'histoire de bouche à oreille sera devenue vraiment une vraie histoire, une petite mécanique de précision. Et on sait d'un point de vue historique, toi tu t'es intéressé à l'histoire de la blague, les gens ont toujours raconté des blagues, même il y a très longtemps. C'est très vieux, c'est très vieux, les premiers conteurs d'histoire, c'était les griots africains. Et puis en Afrique du Nord, il y a eu beaucoup de conteurs qui étaient vraiment les gens qui colportaient la tradition orale.
Alors donc toi tu lis une blague, c'est toi donc ton premier spectateur en fait. Si elle te fait marrer, tu te dis tiens celle-là je vais l'utiliser, c'est ça exactement. Et tu la testes un peu des fois dans des repas comme ça, tu te dis tiens je vais la raconter ou à des gens proches de toi. Pas tellement des repas parce que les repas c'est assez facile ou alors c'est très difficile parce que les mecs sont bourrés, ils comprennent rien. Bon. Et sinon non, je raconte ça à Terry, qui est ta compagne, qui est ma compagne, qui est ma femme, qui fait la mise en scène également. Et donc c'est mon premier public. Elle est américaine, c'est pas un public facile. C'est un humour très différent, elle te dit, elle, des fois non, parce qu'il y a 20 ans qu'elle est en France, donc bon, elle est même devenue carrément française. Mais enfin bon, elle a des bases humoristiques qui sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Et elle est tellement difficile que si ça la fait marrer, je suis sûr que ça fera marrer tout le monde. Et là, à ce moment-là, donc après, tu rajoutes tes personnages à l'intérieur, tu te dis, ça serait bien pour tel personnage qui soit à l'intérieur. Je réécris, et puis si je lui raconte... Ah, tu réécris quand même. Oui, c'est écrit, oui, il y a tout un boulot. Écrit, et puis je rajoute des personnages, puis s'il manque un personnage, je peux pas faire par exemple, alors Raoul le dégueulasse rentre chez le docteur qui fait bonjour monsieur, fait attends, docteur, c'est quoi le docteur, faut que ça soit un mec. Alors le docteur, après on choisit, ou on fait un style Buzard, bonjour cher ami, déshabillez-vous. Bon, ou alors on fait Gabin, oh je vais vous dire une bonne chose, toussez un peu plus fort, oui monsieur, vous êtes malade. Et donc après, tu te l'appropries, elle devient à toi et ça devient une vraie pièce de théâtre en fait. Exactement. Alors tu sais qu'ici nous recevons du courrier, comme ça fait plaisir à Jean-Paul, donc je vais le dire encore une fois. Tous les jours on reçoit 4 lettres, c'est immuable, donc les 4 lettres. Et donc la première lettre que nous avons reçue aujourd'hui nous vient de monsieur Bill C. Donc c'est le président des États-Unis, fumeur de cigares. Bonjour me dit monsieur Bill C. Moi aussi je suis un cascadeur, je suis capable de sauter une Monica uniquement avec un cigare. C'est pas de la cascade ça? Eh bien cher Bill, ta cascade fut plutôt réussie, mais la chute douloureuse. En attendant, le roi de la chute, Pouf le cascadeur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais faire... Pouf, c'est incroyable, hein. J'ai vu d'un coup votre notoriété grandir à vue d'œil et ça me touche. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la décision du choix. Alors, je prends 3 poubelles. Ah non. Faites attention, hein, c'est encore dangereux ce que vous allez faire. Donc, je sais que entre midi et 2, vous prenez soin de votre corps, vous allez faire du sauna, vous allez faire des choses. Ne gâchez pas tout le bénéfice de ça en une cascade. Bonsoir. Je prends 3... Alors... Oui, non, parce que c'est un vrai travail la cascade, il faut s'entretenir, il faut... Et donc, Pouf le cascadeur, tous les midis, va faire du sauna, du hammam, il se fait masser, il se fait lever les vieilles peaux sous les pieds, tout ça. Allez-y, Pouf. Bonsoir, alors... Bonsoir. Je prends 3 poubelles... Ah non, non c'est pas ça. Non, non. Je prends... Non. Je prends 4 poubelles, en fait. Bon, ça ne va pas marcher du tout, mais ils sont ravis à côté d'avoir fait leur blague, donc ça va. Alors, je prends 4 poubelles. Je prends 4 poubelles, ça me fait des belles qui se grattent les cheveux. Ensuite, je prends un parapluie, ça me fait un frein pour aller vite. Et évidemment, je prends des patins roulettes, ça me fait que je roule des patins. Comme ça, tu es au courant de ce qui va se passer. Et tu vas sauter la 4e poubelle. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Oh, c'est un public intime. Alors, la cascade la cascade de la décision du choix, c'est lorsque l'as de slalomer entre mes belles, je décide d'en choisir une fois pour toutes, afin de lui prouver que la fidélité, c'est comme les détritus, ça se mange. Et elle s'appelle comment votre belle, Pouf?
Juliette. Ah, je l'ai niqué, tiens. Comme je trouve charmante cette nouvelle belle et que je l'aime déjà plus que mon cheval Pétouzé, je vais lui dire un petit peu, la prévenir de certains intempéries. Dès que tu m'entends, tu pars en courant. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Le cascadeur donc, qui est un fou furieux de la cascade. Oui. Alors est-ce qu'il faut être... D'abord, comment on vient d'un coup à se dire... parce que j'ai lu un petit peu des choses sur toi, et j'ai vu que ton père ne rechignait pas à se lever à la fin du repas pour raconter des blagues. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le déclic de te dire, tiens, je vais raconter des blagues? Comment d'un coup on se dit... Je crois que c'est dans le sang, c'est comme ça, mais je ne pensais pas en faire vraiment un métier, quoi. T'es surpris du nombre de gens qui viennent te voir? Parce que c'est énorme, chaque fois que tu joues, c'est bourré à craquer, les gens... Ah, mais ça me surprend toujours. Ouais. Mais bon, il y a... C'était quoi le déclic d'un coup de dire... C'est surtout... au départ, j'en racontais, je suis même entré au cours Simon avec une histoire, parce que le René Simon, qui était mon prof de théâtre, m'avait demandé de travailler une scène de Cyrano de Bergerac, la scène du nez classique. Bon. J'ai commencé à donner la scène du nez pour entrer au cours Simon, c'était en 60... Le cours Simon, prestigieux quand même. 70, ouais. Et il m'arrête tout de suite, il me fait, t'as pas une histoire? Je dis si, puis je lui raconte une de mes histoires que j'avais à l'époque, qui faisait rire toute ma bande de copains, mais ça restait quand même très discret. Et puis je suis rentré au cours Simon comme ça. Puis après, j'ai laissé complètement tomber les histoires. Je racontais ça à la fin. T'es rentré au cours Simon, raconteras une histoire drôle. Oui, complètement. Ouais. Et puis un jour, j'ai rencontré Bouvard, qui, aux grosses têtes radio, m'a dit, vous n'auriez pas quelques histoires drôles? Et alors, évidemment, je suis parti comme ça. Les grosses têtes, qui est une émission, ça fait combien qu'elle dure, cette émission? Oh, ça fait maintenant, on a dû fêter les 20 ans des grosses têtes radio il y a 5 ans, je crois. Oui. Ça fait donc 25 ans. Ça fait 25 ans. Mais j'y étais pas au début, non. Moi j'ai eu depuis 12 ans. 12 ans. Oui. Moi j'ai eu la chance de faire cette émission 3 ou 4 fois. Moi je me rappelle avec mon père dans la cuisine entre midi et 2, on mangeait comme ça sur la table en formica, puis on était les grosses têtes et tout ça ici et là, et puis d'un coup je suis arrivé là avec un public un petit peu plus vieux quand même, on va dire quand même, c'est un public un petit peu âgé, les grosses têtes. Oui, dans l'instant, ils sont plus. Oui, donc il faut parler plus fort. Voilà, c'est ça, il faut crier, et c'est une mission, c'est vrai, c'est jouissif à faire, quoi, parce que déjà, Philippe Bouvard, c'est un fabuleux donneur de cartes, quoi, on n'a qu'à se laisser aller, et toi, tu excelles là-dedans, tu es comme un coq en pâte, quoi, tu te régales pour toi, des émissions comme ça, non? Moi, j'adore, mais j'ai pas été toujours à l'aise comme ça. La première émission que j'ai faite, c'était avec Le Luron. Oui. Je n'ai pas articulé 3 mots pendant 2 heures d'émission. Le petit chauve, là, il parle pas beaucoup. C'est vrai que c'est une bonne école. Et c'est là un petit peu grossette aussi que tu t'es rendu compte que tes blagues, elles faisaient rire et tout ça, et que tu t'es dit après... ça a retardé. Et puis, Philippe, surtout, m'a incité, c'était en 91, je crois bien, à faire un spectacle d'histoire drôle, à monter sur scène. Alors, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, il y a des spectacles d'histoire drôle. Comment ça? Ben oui, sur la scène, vous racontez des histoires, vous faites des gestes, il faut faire ça en scène. Ah bon, très bien. Et je l'ai fait à Bobino en 91. Et puis ça marchait. Alors je dis, tiens, pourquoi pas. Et puis voilà. Et puis ça a continué, Triomphe, et maintenant Cassette de Guy Montagnier qui va sortir bientôt chez TF1 Vidéo au mois d'octobre avec toutes ces blagues. Donc nous allons regarder tout de suite un extrait de blagues de Guy Montagnier. Donc. Un cadran lumineux, des tas de boutons, des voyants partout. Alors Johnny, qui est très gadget, il s'approche. Et que ta montre, elle est belle, hein? Est-ce que tu pourrais me donner quelle heure qu'il est? Ici, à Djibouti, à Tokyo ou dans le Mississippi? Non, à Paris. Alors, attends, il faut que j'entre précisément toutes les données techniques dans la même. Et voilà. Alors, actuellement à Paris, il est 2 heures du matin. La température est de 22 degrés centigrades et la pression atmosphérique est de 50 millibars présentement. Ah, ça fait aussi minibar. Alors
c'est à moi un whisky. Non. Je n'ai pas dit mini-bar, j'ai dit millibar. C'est la pression. Alors c'est à moi une pression. Voilà. C'est du Montagnier. Alors, on a montré un extrait parce que toi, les blagues, elles durent. On a l'impression que tu prends un plaisir énorme à faire. Il y en a combien de personnages en fait? Tu les as comptés ou pas? Non, j'ai pas. Quand j'ai fait le Casino de Paris, c'était en 97. J'avais 20. Non, plus que ça, 43 personnages j'avais. 43 personnages. Ouais. Est-ce que ça te vexe à toi si on te dit que le fait de raconter les blagues, c'est pas une vraie performance ou c'est pas comment... Ça me vexe pas. Si on me dit, moi je m'en fous qu'on reconnaisse ça ou pas. Moi personnellement, je sais que c'est une performance. Mais maintenant, j'ai pas envie que le public ressente ça comme une performance. Le public qui vient là pour rigoler, pour s'amuser. S'il doit transpirer parce que je fais une performance, c'est pas le but recherché. Moi, que ce soit une performance pour moi, ça me regarde moi. En fait, tant pis. Non, mais je veux dire par là que c'est... Mais si quelqu'un dit, oh, c'est facile de raconter des blagues, je dis, ok, vas-y. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont doués pour raconter des blagues et il y en a qui racontent la même blague et on se marre pas, quoi. Donc c'est vrai, il y en a qui ne savent pas raconter des blagues et il y en a qui prennent un plaisir, mais ça doit être un enfer pour toi, non? Quand tu vas dans des repas où ça, tout le monde doit dire allez vas-y Guy, une blague, ou quand tu te balades dans la rue et tout ça. En principe, non, les gens sont assez respectueux. On ne te réclame pas des blagues dans la rue et tout ça, allez une petite, allez vas-y Guy, allez. Bah ça c'est le fruit de la télévision. Quand on est chez les gens à la télé, regardez là, on n'est pas gros, on est plus petit, on est comme ça, on est encore plus petit. Alors évidemment, on est plus petit que les gens. Donc les gens disent, oh, bah tiens, ça c'est un objet, c'est comme mon micro-ondes qui est dans la cuisine. Là, on n'est pas loin du micro-ondes, hein, c'est vrai. Chez vous, là, on ne doit pas être loin du frigo et du micro-ondes. Donc c'est vrai que quand les gens ils rentrent du boulot, ils ouvrent quoi, le micro-ondes, ils foutent un poulet, je sais pas, ils ouvrent le frigo, ils prennent la bouteille de rouge, donc ils voient la télé, ils prennent le gros chauve. Oui, c'est vrai. Alors tu racontes une histoire, le gros là, c'est normal. Oui, c'est vrai que, mais bon, en même temps, on ne va pas attraper Huster dans la rue en lui disant de nous réciter un truc de Lorenzaccio. Mais justement, Huster, lui, il est sur scène. Donc il a la même taille que les gens qui viennent le voir. Et normal, il y a un respect normal. Il y a un respect normal. Alors, je vais lire une deuxième lettre, mais je m'excuse, mais il n'y aura pas de deuxième lettre. Je ne sais pas pourquoi, mais non, je la sentais pas, cette deuxième lettre. La première, oui, la troisième et la quatrième, d'accord, mais la deuxième, alors tout de suite, je préfère un sketch des Robin des Bois, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Patrick, il n'y aura pas de deuxième sketch aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Bonsoir. 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 Bien, avant de vous laisser avoir la suite de la grosse émission, nous avons tenu à vous lire un petit communiqué que nous avons rédigé en accord avec les instances dirigeantes de la chaîne. J'ai nommé Dominique Farrugia. Dominique Farrugia des nuls. Jean-Paul. Oui, merci Marina. Nous, si nommés les Robins des Bois, demeurant chacun en son domicile, avons décidé de ne pas procéder aujourd'hui à l'interprétation d'un deuxième sketch. Exceptionnellement, nous passerons directement au troisième sketch. Il est à noter que cette décision, prise en accord avec notre directeur artistique, correspond aux exigences de notre ligne éditoriale saison 98-99. Oui, en fait, ce que veut dire Jean-Paul, c'est qu'on ne va pas faire de deuxième sketch. En fait... Non, c'est bon, Élie, je crois que les gens ont compris, là. Bon, si vous avez Des questions, Élise. Comment tu le sais? Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. If you have question. Oui, madame. Oui, Christiane pour Paris, France 3, Île-de-France, Pays-Bas du Centre. Excusez-moi, vous pouvez pas parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend pas, là. Oui, Christiane pour Paris, France 3. Bref. Arrête. Oui, bonjour, c'est Christian de Paris, France 3, Pays-Bas, Norvège du Centre. Voici ma question. Peut-on savoir pourquoi vous ne nous offrez pas ce second sketch finalement? Par exemple, vous, mademoiselle Larnicole. C'est toi, Élise. Ah bon? Oui,
en fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce qu'on pourrait avoir les réponses dans des délais légaux je veux dire, par exemple, pas pendant 3 heures, quoi. S'il vous plaît, dans ce cas, je vous déconseille de vous adresser à Élise. Bien, alors je vous écoute, Madame Foix. Oui, alors en fait, je crois qu'il est important de préciser, n'est-ce pas, qu'un véritable souci d'exigence meut notre mouvement créatif au quotidien. Et en fait, cette décision de ne pas faire de deuxième sketch participe tout à fait, n'est-ce pas, de ce souci d'exigence. En fait, on avait envie que ce troisième sketch soit parfait, sublime, n'est-ce pas? Donc on s'économise en ne faisant pas de deuxième sketch. En fait, c'est que le sketch qui va suivre demande une grande concentration. Oui, non, c'est surtout un sketch qui demande une grosse concentration. C'est ce que je viens de dire. Non, pardon, Jean-Paul, non. Non, moi j'ai dit grosse, toi t'as dit grande. Non, en fait, surtout, c'est un sketch... c'est un sketch qui nécessite un gros décor. Il y a au moins un tabouret. Il y a une grande installation assez longue et on ne veut pas surmener nos techniciens, déjà qu'on les méprise, si en plus on les surmène. Oui, sans compter qu'aujourd'hui c'est le 22 septembre, donc 22 plus 9 égale 13. C'était pas très prudent de faire un deuxième sketch. Oui, j'ai quant à moi le pressentiment qu'il serait tout à fait préjudiciable d'installer notre public dans un train-train. Oui, ou dans un avion-avion. Non, restons sérieux 2 minutes. Non, ce que je veux dire, c'est que l'habitude tue. Non, c'est vrai. Je crois qu'on a tout à fait l'habitude de jouer 4 sketchs par jour. Bon, des fois, on en joue 15. Non, jamais. Non. Oui, donc on en joue 4 par jour. Aujourd'hui, on en joue 3. J'ai le sentiment que ça peut bouleverser le public. Je veux dire, certainement... l'amener à réfléchir. Ouais, certainement. Vous savez, la relation qu'on noue au jour le jour avec le public, une sorte de relation de couple. Et ça me rappelle une histoire de 57. J'étais sur le bord du lac Léman, j'étais avec une femme. Et ça faisait à peu près 23 jours que je portais le même t-shirt. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, un moment de folie, j'ai décidé de changer de t-shirt. Et elle a été choquée, voire même surprise. Et finalement, je me suis aperçu que ça a renoué notre couple. Enfin, tout ça pour dire que si j'avais, à la place du t-shirt, j'avais mis une chemise, ça aurait peut-être pas eu les mêmes effets. Parce que Maurice, c'est bon, on a compris, je crois. On a compris, Maurice. D'accord. Excusez-moi, je vous écoute donc depuis tout à l'heure. C'est édifiant. Est-ce que vous croyez pas plutôt, si vous jouez que 3 sketchs au lieu de 4, que c'est parce que en fait vous êtes de grosses feignasses qui n'avaient aucune idée, quoi? Rien à ajouter. Alors, dis, je voyais que tu te marrais. C'est quoi qui te fait marrer, toi, quand on raconte des blagues comme ça? Il y a quand même des personnages, des films, des trucs qui t'ont... C'est quoi qui t'a donné envie de faire un... Moi, ça me fait rire, ça, parce que ça me rappelle la bonne époque du Collard au chaud. Ouais. Quand on faisait les mêmes conneries. Avec, ça a été une période... Combien ça a duré, le Collard au chaud? Ça a duré... Attends, voir 2 ans, ouais, 2 bonnes années et demie. Bah, à l'époque, vous étiez les rois, quoi. C'est-à-dire tous les... Ah ouais, après il y a eu Coco Boy. C'était, vous étiez les rois, quoi. La télévision, les gens regardaient que vous. Voilà, à l'époque, on pouvait faire les cons comme ça. Ouais. Alors ça se passait comment? Vous mettiez il y a guère qu'ici qu'on arrive à faire les cons comme ça. C'est vrai que si on regarde les autres chaînes, je m'excuse, je vais faire un peu de pommade, mais c'est vrai que c'est. Vous dites à peu près ce que vous voulez. On pouvait plus faire Coco La Rocho ou Coco Boy maintenant à la télévision. On peut pas. Pourquoi? La dernière fois qu'on a fait une grosse connerie comme ça, on avait fait un sketch avec, c'était Philippe Bruno qui faisait Jésus, qui arrivait en retard à la messe.
Ça n'a pas été apprécié du tout. Oh là là, ça a crié très très fort. C'est-à-dire qu'au plus on va dans les années, tu trouves toi qu'au plus on est censuré, au plus c'est difficile de dire des choses? Bien sûr, puisqu'il y a des publicités, donc les annonceurs achètent des espaces publicitaires dans les chaînes, donc plus ils achètent, plus ils dépensent d'argent, plus ça rapporte d'argent à la chaîne, et bien entendu la chaîne, au bout d'un moment, elle dit attendez, dites pas des conneries, parce qu'on attend machin, telle marque qui vient de gueuler, telle marque qui nous supprime les budgets, donc arrêtez tout, sinon Jésus qui arrive, les lessives machin, les clous prospèrent, donc non, on peut pas le faire. On peut pas Alors le que faire. vous jouissiez, quand vous faisiez Colaro Show, d'une totale liberté, vous faisiez ce que vous voulez, il y avait personne qui lisait, bon, vous ne disiez pas attendez, qu'est-ce que vous lisez, pas trop. C'était pas la dictature de l'annonceur comme ça l'est aujourd'hui. Et alors ça se passait comment? Vous vous mettiez autour d'une table tous et c'est Stéphane Colaro qui lançait des idées, où vous arrivez, vous avez dit tiens moi j'ai une idée, putain si on faisait ça et tout ça, et ça partait sur la connerie? On se réunissait entre nous et on partait sur du délire, chacun amenait son sketch. Et puis, tu regrettes un peu toi cette période ou pas? Non, j'ai jamais de regrets. Non, bon c'était un bon moment, on s'est bien marré, et puis bon, on est passé à autre chose et c'était très bien. Putain mais j'ai l'impression que 2 ans, j'ai l'impression que ça avait duré vachement plus longtemps moi ces trucs-là à la télévision, comme quoi ça marque le... Colaro Show, ça a duré 2 ans et demi et Coco Boy 2 ans à peu près. Colaro Show, c'était à quelle heure C'était variable. On a commencé on était hebdomadaire, le samedi, je crois, après ça on est passé le mercredi en mensuel, puis c'est revenu le samedi, enfin, c'était très compliqué. Et comme les gens du théâtre de Bouvard, tu sais, l'autre fois il y avait Michel Bernier qui était là, elle me disait qu'après avec le théâtre de Bouvard, ils étaient partis en tournée faire leur spectacle. Vous étiez partis vous avec le Colaro Show, non? Jamais. C'était uniquement à la télévision? C'est dommage, d'ailleurs, on aurait pu le faire, mais bon, on l'a pas fait. Et quand tu es sorti du Colaro Show, toi, et que ça s'est arrêté, ça a été difficile? Tu avais vraiment une étiquette Colaro Show? Ah oui, j'ai ramé, oui. Ah ouais? Ah oui, j'ai ramé. J'ai eu d'abord une étiquette commissaire Moulin, parce que j'étais un des premiers adjoints, le premier adjoint du commissaire Moulin. Après ça, j'ai une étiquette Colaro, puis maintenant j'ai une étiquette grosse tête. Ah oui. On a une étiquette avec la radio aussi, ça marche? Pas la radio, mais la télé, oui. Quand vous faisiez toutes les émissions à la télé. Pourquoi il a arrêté? Pourtant, ça marchait et tout ça. Non, mais c'est bien que les choses s'arrêtent, surtout quand elles ne sont pas usées, quoi. On les met de côté parce que, bon, c'est bien, il faut passer à autre chose, quoi. Mais vous êtes une vraie équipe, vous, hein, toute cette équipe-là, Bouvard et tout ça, c'est une vraie famille de trucs? On est assez amis entre nous. Vous voyez régulièrement, ça doit déconner à table. On a nos préférés. On a nos préférés. Bon, moi, je suis très ami avec Koff, avec... comment... ça y est, je me rappelle plus les noms. C'est la jeunesse, avec Isabelle Mergo, puis j'en oublie, il y en a plein. Isabelle, Steve est un grand ami, Francis Perrin aussi, que j'en oublie plein. Ouais, c'est toute l'équipe des grosses têtes. On se voit très souvent, on se fait des dîners, on se parle bien. Et est-ce que maintenant, toi, tu as envie d'aller vers du théâtre, j'allais dire, entre guillemets, classique, ou comme je recevais Michel Roux, par exemple? Ah, mais alors ça fait partie aussi des étiquettes difficiles à décoller, c'est-à-dire que pour faire du théâtre, maintenant, il faudrait déjà que le public ait envie de me voir dans une pièce de théâtre. Donc, bon, évidemment, dans un rôle comique, j'ai pas envie de jouer dans le dramatique. Ouais, mais en fait, les gens, toi, quand tu vas rentrer dans la scène, j'ai l'impression que tu vas, comment on appelle ça, raconter une blague, quoi. C'est-à-dire oui, Guy Montagnier va raconter une blague et tout ça. Vas-y, une histoire. Bon, je signale, entre guillemets, que le Colaro Show passe un moment sur comédie, quand même. Excusez-moi. Merci. Merci. Et il y a des oiseaux dans la salle, on entend siffler, ça c'est marrant. C'est vrai que j'aimerais bien jouer un rôle comique dans une pièce comique, bon, mais c'est vrai que c'est difficile de... Bon, le public c'est le premier qui adhère à ça, parce que le public est assez intelligent, il va vite, bon, même si il se dit tiens, il va nous raconter une histoire, ça fait bizarre, quoi. En fait, c'est les décideurs qui ont peur, quoi. Ils se disent, les décideurs, alors là c'est non, puis alors les journalistes, alors là non pas. Alors là c'est mort, quoi. Ouais, mais si le public est là, tu t'en fous, fais-le, et tu verras, on en parlera ici, comme ça on te recevra encore une fois. Ce qui est bien, c'est d'être son propre producteur, parce qu'on fait ce qu'on veut. Ce qui est le cas là. Voilà. C'est ça, c'est toi qui payes, tu te payes et tout ça, voilà. Ici et là. Je me paye quand il y a du public. C'est vrai, Mais là ça va, tu dois bien te payer, ça va. Ça va, tu payes ta femme aussi? Ah bah oui, c'est le metteur en scène. Putain, c'est cool ça, de payer sa femme, de dire tiens, quoi, tu as gagné. Si elle te dit j'ai pas de thune, tu te dis de con ou quoi, t'as gagné ça, c'est moi qui te les ai donné, non? C'est marrant de dire ça. Non, ça marche pas? Ok. Alors la troisième lettre que je vais vous lire nous vient de monsieur Jean-Claude K, ancien célèbre champion de ski, aujourd'hui vendeur de doudounes. Bonjour, me dit monsieur. Ah oui, d'abord nous avons un duplex, pardon, excusez-moi. Oui, le duplex, attends, j'oublie Sereine, alors Sereine qui fait d'accord d'avance. Patrick, tu m'oublies? Mais non, je t'oublie pas, Sereine. Mais non, on m'a tendu un coup, pardon. C'est pas bon ça? Patrick, mec, ça me fait plus peur la corrida. Moi je suis dans mon élément, on y va, ya. Mais c'est pas fini.
T'en es un vrai, toi, hein? T'es un vrai malade. Ouais! Pousse-toi. La mise à mort! À tout à l'heure, Patrick. Passera pas l'hiver. Mais il est pas à tout à l'heure, Soren. À tout à l'heure. Soren, oui. Soren Créveau, il adore ça, maintenant il fait le corrida et tout ça, il se régale. Alors la troisième lettre nous vient donc, comme je disais, de monsieur Jean-Claude K, ancien célèbre champion de ski, aujourd'hui vendeur de doudounes. Bonjour, me dit monsieur Jean-Claude K, je tiens à dire que les skieurs aussi se dopent. J'ai vu de mes yeux certains skieurs injecter de l'EPO à leur fixation et même dans les spatules. Alors quand même, à quand des analyses d'urine pour les fixations? Eh bien, cher Jean-Claude K, il n'est pas bien de balancer ses copains, même si ce ne sont que des skis. En attendant, tout de suite un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît. Est-il difficile d'opérer à Courchevel? On demande d'urgence le docteur Guy et le docteur Paul au bloc 7. Merde. L'historie. L'historie. Oh, merde, pardon. Non, c'est pas facile d'opérer à Courchevel. Tu me disais que cette armoire, toi, ça te rappelle des bons souvenirs, ces décors et tout ça, ça te replonge dans l'univers de Oui, on avait des décors comme ça. Ouais. Sur les... Et une armoire aussi comme ça. Pareil, je me rappelle, il y avait Philippe Bonneau qui avait un bandage sur la tête, un pif tout rouge, et il arrivait. Il y a Scoff qui arrivait, il fait, Alain Scoff, il disait qu'est-ce que vous avez, mon brave? Il fait un rhume. C'est pour ça que vous avez la tête bandée? Il fait oui. Et il disait ah tchou, mais il se pétait la tronche dans l'armoire. C'était des. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu fais des spectacles comme ça, que tu transportes partout en France, alors en province, c'est... en Suisse et en Belgique. En Suisse et en Belgique aussi. Jusqu'à Nouméa même. C'est pas vrai. Mais oui. Alors c'est des férus d'histoires, tu racontes des histoires belges là-bas, par exemple, quand tu es en Belgique et tout ça, des histoires suisses. Les histoires belges sont fabuleuses, les vraies histoires belges. Et comment ils les prennent les gens alors quand tu es en Belgique? Les vraies histoires belges, c'est-à-dire celles qui ne sont pas forcément sur les Belges, c'est des histoires un peu surréalistes. En France, ça passe un peu au-dessus. Mais là-bas, ils adorent. Ça vient d'où, ça, cette rivalité comme ça? Parce qu'eux doivent avoir des histoires de Français, je présume. Oui. Ils en ont des il y en a des redoutables. Alors ça va de combien coûte un Français? Je demande une blague à un moment donné, c'est obligé. Avec les Montagnais, je ne demande pas une blague. Mais là, c'est sur les Français. En Belge, je dis combien coûte un Français? Il dit ça coûte la différence entre le prix
qu'on l'achète et le prix qu'il croit valoir. Ouais. Bon, ça c'est la dans la gueule du français. Ouais. Et alors ça passe. Pourquoi y a-t-il des platanes sur les Champs-Élysées? Pour que les troupes allemandes puissent défiler à l'ombre. Ou alors, il y a la pire que je connaisse, c'est pourquoi enterre-t-on un Français toujours sur le ventre? Parce que si on l'enterrait sur le dos, on n'aurait jamais assez de terre pour remplir sa grande gueule. Vous pouvez rire, vous pouvez applaudir. Alors, on parlait tout à l'heure de comédien, on disait que c'est un vrai métier de comédien. Alors nous, à Comédie, nous avons des grands donneurs de leçons de comédie comme ça, que sont les Robins des Bois. Alors tout de suite, une leçon de comédie par les Robins des Bois, s'il vous plaît. Être acteur par Pascal Vincent. La peur. Être acteur, c'est pas si simple. C'est vrai que c'est pas si simple d'être acteur. Toi, ça serait quoi ton rêve de jouer de jeu qu'on te propose maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te propose de jouer? Moi, mon rôle préféré, vraiment ce que je rêve d'interpréter, c'est le rôle de Sganarelle dans Don Juan de Molière. C'est un rôle magnifique. C'est drôle parce que les gens qui font du dramatique rêvent de jouer la comédie, et évidemment les gens qui rêvent qui jouent la comédie rêvent de jouer des rôles comme ça, classiques. Tu as joué déjà des classiques ou, Sganarelle, c'est un rôle classique, mais c'est un rôle drôle. Oui, en même temps c'est une comédie, c'est vrai. C'est une comédie, Don Juan est sinistre, il est terrible, c'est un monstre. Mais Sganarelle, il est tout à fait humain, il a des côtés très tendres, très drôles. Et non, moi je refuse de tomber dans le panneau du côté je vais vous montrer que je suis acteur en faisant un rôle dramatique. Non, je n'ai pas besoin de ça, moi j'adore faire rire les gens. Alors, bon. Tu penses que c'est aussi important de faire rire que de faire pleurer, et sinon aussi difficile de faire... Je pense que c'est plus ingrat de faire rire, parce qu'on est difficilement pris au sérieux, mais il n'y a rien de plus plaisant que d'entendre un rire. Oui, et en même temps, ce qui est drôle, toi, c'est que tu dis que ta phobie, c'est affronter les réactions du public. Comment ça se fait quand on est longtemps, j'ai plus ça maintenant, mais j'ai eu longtemps ça. C'est-à-dire que tu n'osais pas rentrer sur scène, j'avais peur. Alors quand c'était dans un grand théâtre, ça allait, parce que c'est vrai que dans un grand théâtre, il y a beaucoup de monde, le public est une grande masse, une grande mer, comme ça. Bon, alors ça fait moins peur. Et dans une petite salle comme le théâtre de 10 heures, c'est difficile. Tu vois les gens, parce que là, les gens sont là, quoi. Donc tu es vraiment dans la famille, avec les gens, avec les copains, finalement. Et si tu as quelqu'un qui, même par enthousiasme excessif, fait « Ouais, vas-y, Guy !» Bon, alors, au début, j'étais cloué au fond de la scène. Ah, c'est l'histoire de Raoul le dégueulasse. J'avais vachement peur. Et comment tu as combattu ça, alors? Parce que maintenant, par l'expérience, le succès, tu sais que les gens, maintenant, ils viennent, ils te connaissent, et que tu as un acquis comme ça. Je le savais déjà avant, mais j'ai plus peur parce que j'affronte ça. J'affronte même pas, je le prends avec moi. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ça, je le prends avec moi. Si ça fait rire tout le monde, on fait un numéro ensemble. Si ça fait chier tout le monde, je dis, bon, à un moment, bon, attends, arrête. Ça t'arrive sinon, tu montes sur la scène et puis tu fais le numéro à ma place. Ça t'arrive d'être aperçu au bout d'un certain moment qu'il y a certaines blagues qui fonctionnaient moins et tout ça, de les changer, où il y a un vrai fil conducteur dans tes histoires et tu dis, parce qu'il y a un rythme en même temps, tu commences pas par n'importe quelle histoire pour commencer par cette histoire. On essaye d'alterner en fait des histoires au-dessous de la ceinture avec des histoires au-dessus de la ceinture. Tout en n'allant pas non plus dans le trop grave. Et voilà, il y a des histoires, c'est quelles histoires tu t'interdis de raconter par exemple? Moi déjà, il y a des histoires que je m'interdis de raconter, c'est des histoires qui sont racistes, des histoires de genre concentration, tout ça, ça m'emmerde, je trouve ça lamentable. Ce sont des histoires qui sont cruelles, des histoires odieuses, des histoires vraiment qui me... sur des paralytiques, sur des gens qui ont le sida, le cancer. Je sais pas, moi ça me fait pas rire. C'est drôle. Il y en a peut-être qui sont drôles, mais dans l'intimité, si tu veux. Mais je n'irai pas le raconter au public, parce que dans le public, il y a peut-être un sidéen, un cancéreux, il vient pour se marrer. Si je raconte une histoire sur sa maladie, le truc dont il souffre, il va pas se fendre la gueule, moi ça m'amuse pas, quoi. Alors que si c'est vrai que si un sidéen vient à ton spectacle et que tu racontes pas de ça, il se marre, il est content, tout va bien. Peut-être il va oublier pendant un moment ce qui lui arrive. Son malheur, quoi. C'est clair. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que tu t'interdis. Alors toi, tu as beaucoup travaillé à la télévision, est-ce que tu la regardes maintenant le soir après le théâtre, tu rentres chez toi et tu regardes la télévision? Un petit peu, alors parfois je tombe sur la
réédition de Comédie, de la grosse émission. Et bon, alors à tout à l'heure, voilà. Ouais. Mais sinon, tu as des programmes préférés que tu enregistres quand tu es au théâtre et que tu rates pour rien au monde, lesquels? En ce moment, je ne raterai pour rien au monde. Et j'ai raté celui d'hier soir, le Comte de Monte Cristo. C'est pas vrai. J'adore ça. Ah ouais. Alors, je trouve ça génial. Je l'ai pas vu moi non plus. C'est vachement bien fait. C'est très bien foutu. Ouais. J'adore Depardieu, je trouve ça génial. C'est un petit peu du cinéma. Et tu vois, alors là, j'aurais bien aimé tourner là-dedans, tu vois. Ah oui. Ben, lance un appel alors pour... Gérard. Si tu regardes... moi a décidé de tourner dans un film. Alors tout de suite, nous regardons, puisque tu regardes la télévision et plus particulièrement Comédie, la bande-annonce des programmes de Comédie, s'il vous plaît. Bon. À 21h, le Collaro Show est dans On savait rire. C'est maintenant le moment de la séquence érotique. Séquence... Oh là, ça va pas, non? Non mais elle se déshabille. Non mais on est là. Que personne ne bouge, ou je vous fais avaler une rafale de produits pour bébé. À 22h, c'est le 4e épisode de Police Academy en VF. Et je vous fais roter. À minuit, le Drew Carré Show en VO sous-titré. Don't worry about me, I got my eye on somebody. Who's your date? Putting a skirt on your dog? À 21h, Collaro. À 22h, des flics. À minuit, Drew Carré. Mercredi sur Comédie. Les Rumbanana. On voit qu'il est marié, il n'a pas dit que la saxophonie c'était bonne. Alors, la quatrième lettre nous vient de... La quatrième lettre nous vient de maître Jacques V, célèbre avocat de cause désespérée, toujours prompt à montrer sa gueule à la télévision. Bonjour, me dit maître Jacques V, comme vous avez pu le constater, mon client Omar n'a tué personne. Par contre, moi je l'ai tué avec mes tarifs. Eh bien, cher maître Jacques V, fait tienne cette maxime. Assister un criminel avant qu'il soit arrêté, c'est être son complice. Assister un criminel après qu'il soit arrêté, c'est être son avocat. Tout de suite, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît. Lors de sa création, ce sketch a remporté le prix Goncourt. Nous nous en allons donc le rejouer. Bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, nous faisons appel à leurs enfants, leurs cousins, ou au moins à des gens qui leur ressemblent un petit peu. En 1500 et des poussières, Torquemada, grand inquisiteur, brûle des sorcières à tour de bras. C'est la sombre période de l'Inquisition. Pour vous, ce soir, nous allons reconstituer ce terrible procès. Attention, ce procès n'eut jamais lieu. Nous le reconstituions quand même, et c'est ça qui est chouette. Signores, signoras, las curas. Je déclare la séance ouverte ou bleue ou tortilla. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est un petit hommage à l'Espagne. Alors allez vous faire foutre. Il est à noter que le juge n'a jamais dit une telle grossièreté, car je vous le rappelle, ce procès n'a jamais eu lieu. Greffier, mon chou, mon ange, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Podemos decir que en este proceso el autor se burla de una cierta manera. Pourquoi il parle comme ça? Le greffier parle en espagnol car, comme vous le savez sans doute, l'Inquisition est née en Hispanie. Or, la mode à l'époque en Espagne était de parler espagnol. Bien. Il s'agit de déterminer s'il fallait brûler les sorcières, mais surtout, comment reconnaître une sorcière d'une pas sorcière, car en effet, ça serait dommage de brûler une fée ou une princesse en pensant que c'est une sorcière, tout ça parce qu'elle est moche. Torquemada, levez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mettez-vous debout sur vos pieds. Bien, je vous pose la question. Est-ce qu'il fallait-il brûler les sorcières? Bah oui. Maîtresse? Pas mieux. Comme vous pouvez le constater, tout le monde semble d'accord sur la question du brûle... Allez, vous êtes lourd, reprenez votre place, ça va, je vous ai vu. Mais attention, je vous rappelle que ceci est une fiction, car en effet, ce procès n'eut jamais eu lieu. Torquay, vous pouvez vous rasseoir.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous mettez vos fesses sur ce banc. Bien, alors, je vous pose la question. Oui, d'accord, je veux bien répondre. Il dit pas le texte. Je suis désolé. Personne ne parlait. Donc, je vous pose la question. Qui veut répondre à cette question? C'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Il est à noter que si le juge ne dit pas son texte, c'est qu'il a passé toute sa nuit au Queen. Veut répondre à cette question? Moi, c'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Qui veut répondre à cette question? C'est Comment détermine-t-on une sorcière d'une pas sorcière? Moi, je sais, c'est facile. Une sorcière, ça a des cheveux longs, un nez crochu, et puis ça vole sur un balai magique. N'importe quoi. Une paire de L, alors, il a une barbe blanche et puis une grande robe rouge. Bah oui. Torquay, comment on reconnaît une sorcière d'une pas sorcière? C'est très simple. Toutes les sorcières s'appellent Jacqueline. Ah, poursuivez. Et inversement. Poursuivez. Madame la vice-consul, quel est votre prénom? Sylvie. C'est pas une sorcière. Ah, c'est génial et ça marche à tous les coups. Bien sûr. Monsieur le greffier, quel est votre prénom? Jacquelina. Greffier Monchou répond: es-tu une sorcière? Salvador, le nom de la rose. Je vous rappelle que Le nom de la rose est un film de Gigi Hano sorti en 82. Il fit sur Paris et périphérie 482 millions d'entrées. Il faut brûler, c'est une sorcière! Laissez-moi sur scène. Quoi? Mais attends, T'as noté que Benoît Delorme est l'europroducteur de la grosse émission. Mais attends, t'es chiant, Benoît, on avait une super chute. Ouais, parce que tout le monde voulait foutre le feu à Maurice et tout, puis on criait Fuego, Fuego, et alors c'était génial parce qu'il y avait une Fuego qui arrivait sur scène. Une voiture était là. Je veux pas le savoir, démerdez-vous. Il faut savoir que Benoît Delorme a 16 ans, il est célibataire et possède un furet. Il est également homosexuel du cul. Bon, eh ben, c'est la merde, hein. C'est la merde, on n'a pas de chute. J'ai une idée. Il faut savoir que la vice-consul a une idée. Ta gueule. Ta gueule, ce n'est pas un préfixe. Attends, voilà. Allez, parle maintenant, vas-y. Et à 3, on se barre, ok? 1, 2, 3. Non, attendez, non. Et moi? Moi? Bon, ben, chute américaine. 1, 2, 3. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, Alors, tout de suite, bravo, nous rejoignons Soren. Alors, Soren, il est où, Soren? Oui. C'est la mise à mort, il soy el cordobés. El cordobés, Patrick, c'est parti. Hey, hey. Faut arrêter maintenant. J'ai pas fini. Cordobès de mes deux, là. Ça va, hein? Faut arrêter d'en mettre tout le monde, là, dans le quartier, hein. Tiens, bravo, Soren. Merci, à bientôt. Merci. Bravo, Soren. On peut poser. Alors, Guy, on t'a demandé de décrire 3 questions auxquelles tu n'as jamais répondu, mais que tu rêves de répondre. Ouais. Alors, on va en poser une parce on est pris par le temps, mais tu vas me dire la préférée de tes 3. Tu choisis dans les 3 questions. Ok, d'accord. Allez. Ben tiens, comme ça me concerne aussi. Que penses-tu faire contre la calvitie? Eh ben, c'est très simple. J'ai tout essayé. La crotte de poule. Ouais. J'ai essayé d'extrait de marrondin. J'ai même essayé de... mais voilà, un petit peu. Et on m'a dit du miel. Ouais. Puis on m'a dit ça marche bien. On m'a dit tu gardes ça 15 jours. Mais j'ai jamais pu savoir si les cheveux repoussaient parce que ma casquette était restée collée. Fais gaffe. Ah ouais. Donc il n'y a rien à faire, tu l'assumes maintenant et tu es tranquille. Je me laisse pousser la peau. Okay. Donc ce que je vais faire, je vais me laisser pousser les sourcils puis je remettrai tout en arrière. Monsieur Guy Montagnier, s'il vous plaît. Alors, Guy Montagnier, nous allons... Ouais, on peut poser encore. Ouais, alors encore une question. Alors on peut me dire, ouais. Alors, qu'est-ce qu'un
Oh putain. Frafrafen au chocolat. Qu'est-ce qu'un frafrafen? Quoi? Frafrafen. Non mais redis la question. Qu'est-ce qu'un plalafen au chocolat? Un plat. Qu'est-ce que. P-L-A-L-A-L-A. Redis-moi toute la question. Alors. Qu'est-ce qu'un plalafen au chocolat? Un plalafen à quoi? Au chocolat. À quoi? Un plalafen au chocolat. À quoi? Au chocolat. C'est quoi? C'est un plalafen au chocolat. Merci monsieur. Alors, Guy Montagnier, donc actuellement au théâtre de 10h jusqu'au 21 novembre avec son spectacle dont le best-of, c'est au 36 boulevard de Clichy dans le 8e et vous pouvez réserver au 01 46 06 10 17. Monsieur Guy Montagnier, s'il vous plaît. Demain, nous recevrons Madame Claude Sarraute pour la sortie de son livre C'est pas bientôt fini. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Virtuel Magazine, le magazine de la génération virtuelle, vous a présenté la grosse émission.